la semaine. Donc bonjour Nicolas, aujourd'hui tu es l'invité de la semaine. Donc Nicolas Baillot, tu vas te présenter un petit peu, juste succinctement, quel est ton rôle et quel est un petit peu ton passé, que nos auditeurs sachent à qui on a affaire. Donc moi j'ai 39 ans, donc j'ai fait une carrière d'une douzaine d'années en France, principalement en Ligue 2. J'ai été formé à Toulouse, j'ai évolué donc dans les clubs de Rodez, Châteauroux, Nîmes et Clermont, où j'ai terminé ma carrière. Et puis là maintenant depuis 2014, début 2014, j'ai mis un terme à ma carrière pour me reconvertir dans un premier temps dans l'immobilier, et puis maintenant depuis 3 ans dans le marketing relationnel. D'accord. Et ton rôle dans le foot, c'est au comité local à Toulouse, c'est ça ? Exactement, oui, exactement. C'est vrai que j'ai oublié mon investissement toujours dans le monde du football, puisque j'ai été pendant 5 ans donc président d'un club de la banlieue toulousaine, qui est le club de Portet-sur-Garonne, où on a pas mal performé, puisqu'on a réussi à faire monter le club en R1, au plus haut niveau régional chez les seniors, et chez les filles on a accédé à la 2e division féminine. Donc ça c'était pour les seniors. Et puis maintenant depuis décembre, je suis élu vice-président du district de Haute-Garonne de football et chargé du développement donc du district d'Haute-Garonne, qui est le plus grand district de la région Occitanie. Alors nous on t'appelait surtout pour la dernière partie parce que suite personne n'ignore les soucis sanitaires qui en ce moment est l'arrêt des championnats. Donc notre question elle est simple, c'est quand on a ton rôle au sein d'un district de foot, sachant que le district de foot par définition c'est que des footballeurs amateurs qui a à gérer, voilà, parce que c'est au niveau départemental. Comment on a géré les décisions de l'arrêt des championnats, les saisons du sport amateur en général, d'ailleurs oui, les saisons blanches, comment on va gérer ça ? Est-ce qu'il y a des... alors ça peut paraître anodin ce que je dis, mais est-ce qu'il y a des remboursements de licences, de cartons de licence de prévus ? Est-ce qu'il y a des dédommagements pour les clubs ? Est-ce que vous avez des clubs qui vont arrêter, perdre des licenciés ? C'est un bilan global, donc pour ton département, parce que j'imagine que tu connais pas forcément les chiffres des autres. Quel a été l'impact de l'arrêt de la saison pour ton département à toi ? Surtout que ça fait 2 ans de suite que les saisons ne vont pas au terme. Alors déjà, nous, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on demandait à nos instances supérieures l'arrêt officiel des championnats. Puisque ça fait au moins 1 mois et demi qu'on sait très bien qu'on n'aurait pas pu aller au terme de la saison. Oui, que c'était trop tard. Donc là, c'est vrai que la fédération a beaucoup tardé pour communiquer à ce niveau-là, et je pense que c'est bon pour personne. Parce que les questions qu'on se pose aujourd'hui, on aurait dû les régler déjà depuis plusieurs semaines. En ce qui concerne tous les clubs, bien sûr, qui ont déjà perdu des licenciés, on n'est pas sur des prévisions, il y a déjà des clubs qui ont perdu des licenciés, il y a déjà des clubs qui savent qu'ils ne repartiront pas la saison prochaine. Bien entendu, nous, notre travail, c'est de leur dire qu'on est là, qu'aujourd'hui, justement, moi dans mon rôle, le premier, c'est de proposer une pratique diversifiée au club. Donc c'est sûr que ça répond pas à la problématique de départ, qui est de pouvoir jouer le football qu'on a tous envie de jouer à 11 contre 11, à 7 contre 7 ou à 5 contre 5. Mais au moins ça permet bien aux licenciés de pouvoir pratiquer, que ce soit à travers la pratique du golf foot, à travers le footnet qui est le tennis ballon, que ce soit avec du fit foot, que ce soit avec le e-sport aujourd'hui, avec des compétitions sur des consoles de jeu, où à chaque fois on essaie de transmettre un message. Voilà. Donc ça, c'est notre rôle aussi de dire, bon, ok, on vit une période difficile, mais il y a peut-être d'autres choses à côté qu'il faut regarder, qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de mettre en avant s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc dans chaque crise, il y a aussi des opportunités. Et puis après, bien sûr, ce qui intéresse tous les clubs, c'est-à-dire comment ça va se passer maintenant au niveau des engagements, au niveau des remboursements. Et est-ce que au lieu de rembourser, ce serait pas plus intéressant de faire un rabais de licence pour la saison prochaine pour attirer les licenciés ?
Alors, j'ai pas bien entendu, pardon. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un rabais sur la licence la saison prochaine pour montrer que malgré la crise sanitaire, vous êtes quand même présent et vous comptez sur vos adhérents pour continuer la pérennité des clubs? Au lieu de rembourser cette saison, de faire moins cher la saison prochaine. En plus, ça réattirerait des nouveaux licenciés. C'était ça sa question, en fait. Oui. Ouais, alors à ce niveau-là, en fait, il faut savoir que nous, en tant que district, on est le dernier maillon, en fait, de l'institution. C'est-à-dire que tout va partir de la fédération, qui va, elle, faire sûrement un geste ou quelque chose comme ça. Ensuite, ça va être répercuté au niveau de la ligue. Et nous, au niveau du district, en fait, on pourra aussi, à notre niveau, mettre des moyens supplémentaires, en sachant que aujourd'hui, un district vit sur les rétrocessions qui sont faites par rapport à notre ligue, et que notre ligue, elle, met en place des tarifications qui sont mises en place par la fédération. Donc nous, on est le dernier maillon institutionnel. Par rapport à ça, il y a déjà un point qui va être hyper important pour nos licenciés et pour nos clubs, c'est ce fameux passeport qui va être mis en place par l'État. Alors ce n'est pas, ça ne se réduit pas au football, c'est-à-dire que tout mineur, donc moins de 18 ans, bénéficiera d'un passeport entre 50 et 80 euros sur la licence qu'il prendra dans une fédération reconnue par l'État. Donc ça, c'est déjà une première aide qui vient de l'État. Maintenant, nous, on est dans l'attente de gestes de la fédération, qui en avait fait un l'an dernier, qui était, il me semble, de 10 euros par licencié pour chaque club. Et un club qui avait 300 licenciés a bénéficié, par exemple, de 3 000 euros, puisque c'était 10 euros par licence, pour aider les clubs, bien sûr, par rapport à l'arrêt de la saison qui avait été prématuré la saison dernière. Donc là, cette année, on est dans l'attente, nous, des annonces de la fédération. Et ensuite, chaque ligue et chaque district prendra en complément des décisions par rapport aux moyens qui sont ceux d'un district ou d'une ligue. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. D'accord. Et est-ce que la fédération vous donne des dates où vous allez pouvoir commencer à faire vos prévisions l'année prochaine, ou pas du tout? Vous attendez, comme tout le monde, des annonces claires, nettes et précises? On est comme vous, c'est-à-dire qu'on attend comme tout le monde des annonces, et c'est pour ça que c'est... je vous dis, cette période, on l'a subie tous. Donc, nous, c'était très clair. Ça fait plusieurs mois, comme je vous dis, que notamment cette année, c'était une année électorale. Et malgré tout, j'ai envie de dire, le manque de concurrence qu'il pouvait y avoir autour de la liste qui a été réunie a fait qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient et qu'ils ont fait leurs annonces sans tenir forcément compte du retour des districts et des ligues. Alors moi, ce que je trouve triste, navrant, et tu peux mettre tous les mots que tu veux derrière, c'est que j'ai l'impression, moi, par rapport au retour que j'ai dans les autres sports, etc., que toutes les fédérations ont été un peu perdues et qu'ils ont tous fait des annonces un peu à l'arrache. Parce que regarde, je sais pas si c'est vrai, si c'est une fake news ou pas, je sais pas si tu as l'info, mais j'ai vu filtrer qu'il y avait l'arrêt des championnats amateurs, sauf certains. Et il laissait planer le doute que la Nationale 2 en foot, notamment, ou la Nationale 1 en handball, pouvait éventuellement reprendre. Alors, est-ce que tu penses que c'est fake news? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une pression des clubs, genre le Sporting Toulon, genre des gros clubs en handball, genre Fréjus, etc., qui disent quand même National 2 au foot, National 1 au handball, c'est l'antichambre du professionnalisme de ces sports-là, il faut quand même les faire jouer. Alors, est-ce qu'il y a une pression des clubs? Est-ce que c'est vrai que c'est possible que ça reprenne? Est-ce que c'est une fake news? Je voulais avoir ton avis à toi, parce que tu connais quand même un peu le haut niveau, et je pense que vu que tu as les pieds dedans, tu dois savoir si... Aujourd'hui, on voit bien que, bien sûr, nous, on est au niveau du foot, la fédération de football, la LFA, la ligue de football professionnel est un gros lobby. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, on est le seul sport où on peut jouer sur 3 divisions. Donc, par rapport aux autres sports, c'est déjà quelque chose c'est vrai que c'est le seul qui encore une fois nous détache des autres. C'est vrai que c'est le seul sport où il y a 3 divisions, où il y a des clubs professionnels. Donc vu que le sport professionnel est maintenu, c'est vrai que là, par rapport aux autres, c'est vrai que vous avez un avantage. Faut avouer. Et ensuite,
eh bien, il y a déjà eu des annonces qui ont été faites par la Fédé, notamment au niveau du National 2 et de la 2e division féminine, sur une reprise des championnats, sauf qu'ils ont oublié qu'au-dessus d'eux, il y avait un État qui pouvait prendre des décisions. Donc, je crois qu'on a déjà, ils sont déjà passés pour un petit peu ridiculisés sur le plan national, en annonçant une reprise qui a été tout de suite annulée par l'État. Yeah. Donc, je crois qu'il faut arrêter là. Je pense que le championnat de National 2 aujourd'hui et la D2 féminine, par exemple, aujourd'hui, il est terminé. Il faut savoir, à un moment donné, prendre ses responsabilités et peut-être, voilà, ce sont des clubs, certes, qui pour la plupart ont des salariés, qui ont des gros, qui ont pour certains des gros budgets, pour d'autres peut-être moins importants. À eux de trouver le moyen d'aider ces clubs-là et d'arrêter de balader toutes ces personnes. Vous reprenez l'entraînement, vous arrêtez, vous allez jouer le week-end prochain. Je crois que c'est invivable pour tout le monde. Aujourd'hui, on est donc au début du mois, on arrive bientôt au début avril. Ça fait pour la plupart, ils ont joué quelques tours de Coupe de France, mais ça fait quasiment 6 mois maintenant qu'il n'y a pas eu de compétition régulière. Je crois qu'il faut avoir un petit peu, prendre un petit peu de courage et puis dire à toutes ces personnes-là que la saison est terminée et qu'il faut trouver maintenant des solutions pour aider tous ces clubs pour qu'ils puissent repartir la saison prochaine dans le championnat dans lequel ils étaient, tout simplement. En fait, c'est tout ou rien. Soit tu joues tous les 3 jours, soit tu joues pas. Donc, il faut savoir à un moment, il faut savoir remettre chaque personne à sa place et dire que tout le monde joue au même moment. Moi, j'ai posé la question parce que le doute planait avec l'interview de Jean Tigana, qui est le nouveau manager sportif du Sporting Toulon, qui avait dit qu'ils avaient eu, comme tu dis, un mot de la Fédé comme quoi les championnats nationaux 2 pourraient reprendre et qu'ils ont eu ils ont vu les déclarations comme tu dis, du ministre de la ministre qui a dit que ça ne reprendrait pas, mais ils n'ont pas eu de déclaration officielle de la Fédé qui leur annonçait que c'était fini. Donc c'est vrai que non, mais voilà. Je sais pas, tu as bien vu un petit peu la communication de la fédération, c'est-à-dire que eux ils repoussent au maximum. Oui, c'est pas terrible. Eux ils gagnent du temps, mais les clubs eux ils perdent du temps. Du coup, l'arrêt des championnats amateurs, ça fait déjà, je dis plus d'1 mois et demi que ça aurait dû être annoncé. Ils ont gagné du temps. Ce temps-là, c'est pour eux des moyens de voir comment ils vont pouvoir rebondir financièrement pour aider les clubs. En sachant qu'au-dessus d'eux, on a tous nos clubs professionnels qui sont eux aussi en grande difficulté. Donc c'est toujours ce rapport de force entre le monde professionnel et le monde amateur, dont la fédération et la LFA sont bien entendu aussi responsables. Mais il y a aussi, parce que là tu as très bien souligné le fait que les championnats professionnels continuaient, mais les clubs professionnels à chaque match ils perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de billetterie. Ils n'ont pas de billetterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'argent, si tu viens au foot amateur, il est redistribué de par le monde professionnel, de par les droits télé, et on connaît l'histoire, on sait en plus de la crise que l'on subit, l'ingérence qu'il y a pu y avoir au niveau de la LFP avec les droits télé sans avoir de garantie financière du diffuseur. Donc à un moment donné, je crois qu'il y en a qui vont devoir prendre leurs responsabilités aussi à ce niveau-là. Moi, je vais donner un exemple que je connais, et tu connais bien le club. Le Nîmes Olympique, par exemple, entre le manque de frais de billetterie, le fait de gérer le stade, parce qu'il y a quand même l'éclairage à faire, l'électricité et tout ça, le fait de ne pas avoir de billetterie, de ne pas avoir de boutique et tout ça, ils perdent à peu près 30 à 40 000 euros par match à domicile. C'est une perte sèche. Donc voilà, vous allez dire ça fait pas un trou énorme dans un budget d'un club pro, mais tu multiplies par le nombre de matchs à domicile, depuis le temps que c'est à huis clos, ça commence à faire un petit... Plus les déplacements aussi, parce que les déplacements ne sont plus payés, j'imagine. Mais aujourd'hui, je te parlais de l'exemple à domicile. C'est plusieurs millions d'euros qui d'une part ne vont pas être versés par les droits télé qui devaient arriver, et de l'autre part des pertes sèches aussi par rapport au fait qu'il n'y ait pas de billetterie, il n'y ait pas de buvette, il n'y ait pas tout ça. Sans compter les partenaires qui ne pourront pas aussi honorer leur engagement parce qu'il y a la crise. Donc, ah oui, un partenaire de bord de terrain, t'as un partenariat sponsoring bord de terrain, ça sert à rien en ce moment. Alors là...
Après, on va dire, par rapport, les matchs sont toujours diffusés, donc c'est pas que ça sert à rien, puisqu'il y a des gens qui regardent les matchs à la télé. Mais ça impacte moins quand même. Et puis ça joue aussi sur le sportif, parce que des clubs comme Saint-Etienne, Lens, quand il y a le public derrière, c'est pas la même chose que quand tu joues dans un stade vide. Bon, Monaco, le stade confiné, ça leur change pas grand chose. Hein. Désolé nos amis monégasques si vous écoutez, mais à Bordeaux aussi. Hein. Mais voilà, Bordeaux c'est pareil, le stade est aux trois quarts vide. Mais ce que je veux dire, c'est que des clubs comme Saint-Etienne, comme Lorient, comme Lens, où c'est plein, où t'as le public qui pousse, c'est pas pareil. Non, mais sportivement, ça a bien sûr des incidences aussi. Bien sûr, suivant les clubs, et puis on va dire la ferveur qu'il peut y avoir autour de chaque équipe. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas la même chose que si le stade est plein avec des dizaines de milliers de personnes qui soutiennent leur équipe. Maintenant, j'étais en interview justement avec un fervent supporter de Nîmes. Donc, j'ai vu ça, que t'es passé en interview hier, je l'ai vu sur Facebook. Ouais. Vendredi, et tout le monde s'adapte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils transmettent leur énergie plutôt la semaine aux entraînements, avant les matchs pour les accueillir. Et c'est sûr que sur le terrain, c'est des matchs à huis clos où il n'y a pas du tout d'ambiance. Donc c'est vrai que pour les joueurs, sur le plan sportif, ça a aussi son incidence. C'est indéniable. Alors maintenant, je vais te poser une question à toi, le Toulousain, parce que moi je connais bien cette ville aussi, j'y allais souvent quand j'étais plus jeune. Oui. C'est parce qu'il y en a plein qui disent qu'il y a une crispation entre le Stade Toulousain et le TFC. Moi je l'ai jamais ressenti quand j'allais à Toulouse. Hein. J'ai jamais ressenti qu'il y avait que les deux s'aimaient pas ou quoi ou qu'est-ce. Et on dit toujours que le Stade Toulousain est plus populaire que le TFC. Bon, ça c'est un fait, mais le TFC est quand même très intégré et très important pour la ville de Toulouse. Et à une époque, ils avaient même une boutique en centre-ville. À l'époque, c'était Alain Giresse qui entraînait, donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître là. Ouais. Mais moi, je suis allé plusieurs fois au stadium, j'ai vu plusieurs matchs, etc. Moi, j'ai toujours vu des supporters toulousains qui aimaient aussi leur club de foot. Il n'y a pas que le club de rugby ou le club de hand ou le club de volley à Toulouse. Le club de foot a une part importante. Je voulais savoir si la descente en Ligue 2 a fait baisser cette petite passion qu'a la Ville Rose pour son club, et si le TFC a toujours une part importante dans le sport toulousain malgré sa descente en Ligue 2. Alors déjà je te remercie parce que tu as un très bon ressenti par rapport à mon avis, hein, qui est personnel. Alors moi c'est un club que je suis né à Toulouse, j'ai eu la chance de jouer jusqu'en équipe première. C'est un club qui a tout à fait sa place à Toulouse et qui n'a pas de, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'animosité entre le TFC et le Stade Toulousain. Il y en a jamais eu. Il y a toujours cette concurrence, bien entendu, parce que on a toujours envie de briller. Et à côté du foot, il y a quand même un club de rugby qui est énorme. Mais le TFC a toute sa place. Malheureusement, ça fait une décennie, on va dire, une dizaine d'années que Toulouse a pas joué le haut de tableau, on va dire. Il y a plus de, on va dire que dans ce club, il se passait quasiment plus rien. Et au contraire, en fait, donc c'est vrai que cette passion, c'était un petit peu bien atténuée, on va dire, pour les plus fervents et pour les personnes qui suivaient et qui prenaient plaisir à aller au stadium. C'est quelque chose, moi, tu vois, je suis rentré en 2014. C'est vrai que j'ai très peu mis mes pieds au stadium parce qu'il se passe rien, tout simplement. Et là, en fait, la descente en D2 était, on va dire, tout simplement logique, puisqu'on l'attendait depuis plusieurs années. Et moi, le premier, on va dire que je souhaitais que ça se passe, parce qu'il fallait qu'un club comme Toulouse ait un traumatisme de ce niveau-là pour changer. Aujourd'hui, avec la nouvelle direction, avec un virage qui a été pris à 360 degrés, de nouveau, malgré la Ligue 2, on sent qu'il se passe quelque chose à Toulouse au niveau du football. Voilà. Et tout ça parce que le club est en train de se professionnaliser, en train de prendre des compétences à tous les niveaux. Et même si aujourd'hui, sportivement, rien n'est acquis par rapport à cette accession, il se passe quelque chose autour du club. Alors pour moi c'est génial parce que aujourd'hui moi je prends des responsabilités au niveau du district et à côté de nous on a besoin d'avoir un club très fort, très puissant,
qui va faire briller notre passion sur le plan local. Et ils ont pris la décision aujourd'hui de se rapprocher, bien entendu, de tous les clubs amateurs qui sont sur le département. Donc, toutes ces décisions, elles vont dans le bon sens pour le football toulousain. Et derrière, eh bien, en retrouvant les valeurs qui sont celles de Toulouse, en s'appuyant sur un centre de formation qui est de qualité, et j'ai envie de dire, ça va le faire, les gens vont revenir au stade, et puis après, bien entendu, tout va se passer sur le terrain. Et aujourd'hui, Patrice Garande, même si c'est un petit peu plus difficile pour lui, est en train de mettre en place une équipe avec des jeunes joueurs, avec des personnes qui se battent, qui jouent avec leur qualité, avec aussi des joueurs en devenir. Et si cette équipe-là est en capacité de remonter, les nouveaux actionnaires, eux, donnent des signes en tout cas positifs, d'un côté sur le plan sportif, mais surtout sur le plan éthique et sur le plan de tout ce qu'on attend, c'est-à-dire animer un stade, avoir un club avec une belle image, etc. Donc moi je suis plutôt positif aujourd'hui. Alors je suis pas là pour décrier ce qui a été fait avant. Je pense que le président Sadran, que j'ai connu, puisque l'année où j'ai intégré l'effectif professionnel, c'est lui entre guillemets qui a eu les couilles de reprendre le club à ce moment-là, puisque personne n'en voulait, avec cette double rétrogradation et sportive et administrative. Il a fait du très bon travail pendant les 10 premières années, mais c'est vrai que depuis 2010-2011, après ça a été le déclin au fur et à mesure. Merci, je voulais avoir ton avis sur ce sujet-là, donc on a balayé un peu tous les sujets sur lesquels on voulait te parler. On te remercie d'être venu. On te souhaite une bonne reprise du foot toulousain la saison prochaine. On souhaite au TFC de retrouver la Ligue 1 au plus vite. Et moi je propose un petit City. Ouais, si tu viens dans le nord de la France, un petit City Stade, t'es le bienvenu. On en fait régulièrement. Voilà, si tu viens dans l'Oise, t'es le bienvenu. Tu vas nous mettre une raclée, mais t'es le bienvenu pour un City. Avec grand plaisir en tout cas. Ça marche, bon, on se tient au courant. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.